dans les derniers matchs, victoire de 3-0. Mais ce qui retient l'attention ce matin, c'est la première page du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Alors, on a confirmé cette rumeur du côté de Détroit. On a confirmé cette rumeur à Pierre Lecourt du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Jacques Villeneuve qui pourrait être suspendu pour le Grand Prix de Montréal. Imaginez, il défilera devant les grands responsables de la FIA mercredi, à la suite des propos tenus il y a quelques semaines, juste avant le Grand Prix de Barcelone. Il contestait tous les changements au règlement. Croyez-vous? Je ne crois pas. Moi, je crois qu'il pourrait être suspendu, mais on dit que c'est... on soutient la suspension. Oui. Alors, jusqu'au prochain propos, là, ça pourrait prendre effet. Je ne pense pas qu'on fera la gaffe de suspendre le meneur au classement des pilotes de Formule 1 avant son Grand Prix dans chez son lui. pays, tout ça. Imaginez qu'est-ce que ça ferait comme brouhaha là-bas. Mais même à ça, c'est pas gentil de faire ça quelques jours avant la tenue d'un Grand Prix. Puis il risque, je sais que Jacques Villeneuve est très indépendant d'esprit, mais il risque quand même d'être ébranlé par ça. Alors, il s'est fait mercredi, on en reparle tout à l'heure. Mais au moins, ce sera l'occasion pour Jacques Villeneuve de faire part du point de vue des pilotes, parce qu'il y a bien des gens qui sont sûrement du même avis que lui, sauf qu'ils sont moins visibles. Déjà trop tard. Encore une fois, Ron Extall a donné un mauvais but, le premier but du match. Ça s'est terminé 2-1. Vernon a fait beaucoup le travail du côté. On va voir les images de cette fameuse Coupe Stanley gagnée par les Red Wings de Détroit hier 2-1. Voilà, je suis très content pour lui, le capitaine des Red Wings, Steve Yzerman, qui l'attend depuis longtemps. Cette Coupe Stanley, il a été quand même un joueur marquant dans la Ligue nationale, mais sans remporter la fameuse Coupe. Et également Mike Vernon, qui a été élu le joueur des séries de la Coupe Stanley avec raison. Il a été dominant, il a dominé Snow et Extall aisément. Même hier, lorsque les Red Wings laissaient passer un Flyers de temps à autre, il était là pour faire l'arrêt. C'est Lindros qui l'a privé d'un jeu blanc avec 19 secondes à faire dans la rencontre. Il y a eu, bien sûr, la parade de la Coupe Stanley. Il y a même, on va le voir dans quelques instants, si on peut se rendre jusque-là. Scotty Bowman, on va le voir dans quelques instants, qui a mis les patins. Ça, c'est Mike Millis, le propriétaire. On voit Scotty Bowman qui a chaussé les patins. Il a toujours voulu être un joueur de la Ligue nationale et porter la Coupe Stanley dans ses bras. Il est allé mettre ses patins et il a paradé avec la Coupe Stanley. Pas mal, il fait une botte sur la bottine. Ce monsieur-là, Scotty Bowman, 63 ans, je pense que c'est la 7e fois que je le vois sourire, parce que lui, il sourit jamais. Quand il gagne la Coupe Stanley, il sourit. 7e fois qu'on le voit sourire. On en reparle amplement. Il a vraiment attendu à la toute fin pour sourire, même si son équipe dominait. Je pense qu'il n'a pas digéré tellement le but de la fin non plus. Non, mais ça a été vite oublié, au son de la sirène. On va vous parler de ça. J'imagine que Détroit est en liesse encore ce matin. Il doit y avoir bien des gens qui ont passé la nuit blanche là-bas. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien, pas de problème. Bon, heureusement, on s'amuse et avec bon goût, ça fait du bien à entendre. Ce qui va faire du bien à entendre aussi, c'est ce que Johan a nous annoncé, parce que non seulement il fait beau, mais Johan, vous nous parlez de température drôlement chaude, là, c'est intéressant. C'est une vague de chaleur qui va durer en fait 3 jours jusqu'à mercredi. C'est vraiment exceptionnel. Des températures qui vont grimper jusqu'à 29 dans la région de Montréal, dans le sud du Québec. Ici à Québec, 26, c'est nettement au-dessus des moyennes de saison qui tournent autour de 20 à 23 degrés. Alors, profitez-en. Les gens qui ont décidé de prendre leurs vacances ces temps-ci ont fait un coup de génie, on doit dire. Alors, amusez-vous aujourd'hui. Il faut dire encore une fois que, bien sûr, la circulation va être perturbée à Montréal. Le boulevard Saint-Laurent sera fermé et déjà fermé jusqu'à Henri-Bourassa. Les cyclistes vont ensuite emprunter Henri-Bourassa jusqu'à Ville-Saint-Laurent par la rue Timmins. Il y aura 8 sections de fermées tout au cours de la journée. Donc, ça ne veut pas dire que la ville sera fermée complètement pendant tout le tour de l'île. Il faudra voir, évidemment, on peut penser de 4 à 8 heures de fermeture dans les différents secteurs de fermeture de l'île. Les cyclistes sont donc prêts pour le départ qui aura lieu dans quelques minutes, dans un peu plus de 15 minutes. Merci bien, Armand. Au revoir. Alors, c'est justement ce qu'il faut rappeler, c'est que si vous allez à Montréal aujourd'hui puis vous êtes confronté à une rue fermée, sachez que ça dure à peu près 4 à 5 heures. Et après ça, ça ouvre parce qu'évidemment, c'est un trajet qui est quand même très long, 67 km, qui entoure la portion ouest de l'île. Donc, soyez patients. On parle d'1 demi-million de résidences qui sont touchées directement. Des centaines de policiers qui étaient sur place. Tous les policiers étaient d'ailleurs sur place. Personne n'avait congé hier soir à Détroit. Et on voit, oui, des festivités, oui, des acclamations, mais aucun débordement. Et ça, c'est une belle chose. Ça nous a bien surpris parce que ça a surpris les gens là-bas parce que quand même, au cours des dernières années, en 1990, il y avait une victoire qui avait été soulignée de façon assez dramatique, humanité à Détroit. Il y avait des émeutes considérables. Mais là, ça y est, ça s'est bien passé. Et tant mieux, finalement, ça s'est bien passé. C'est un exemple pour toutes les autres municipalités où on a quelque chose à célébrer. De triste mémoire, les émeutes de la... On voit comme on s'y attendait. En 4 matchs, quand même, hein, ça a été vite fait.
balayage des Red Wings contre les Flyers hier. La dernière conquête de la Coupe Stanley des Red Wings remontait à 1955. Victoire de 2-1 hier. Le premier but aux Red Wings, celui de Niklas Lindstrom contre Hextall, encore chancelant. Le deuxième à Darren McCarthy qui a réussi très beau but contre Hextall et contre Minima. Donc, le gardien des Red Wings, lui, qui a été excellent encore une fois, qui a remporté le trophée Colin Stein, remis au joueur le plus utile des séries. Mettons que la dernière fois que les Red Wings de Détroit ont gagné la Coupe Stanley en 1955, c'était en 7 matchs contre le Canadien. Dwight Eisenhower était le président des États-Unis, Louis Saint-Laurent était le premier ministre du Canada et Maurice Duplessis était le premier ministre du Québec. Les Dandies de Brooklyn gagnaient la Série mondiale, les Browns de Cleveland gagnaient le championnat de la Ligue nationale de football et la Ligue nationale de hockey n'avait que 6 équipes. Alors, ça fait longtemps, hein? On dirait la préhistoire. Un sourire de Scotty Bowman et regardez la Coupe Stanley qui s'en va dans le vestiaire. Et là, ben, évidemment, le champagne, même pour les joueurs russes hein, qui ont goûté au champagne dans cette fameuse Coupe Stanley, victoire de 2-1. Hockey junior, ce sont peut-être des joueurs qui vont participer un jour à un match de la Coupe Stanley qui ont été repêchés hier. Le repêchage des 15 clubs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et notre confrère Raymond Duquette nous relate le tout. Premier joueur lors de la présentation des Espoirs vendredi, Gauthier a conservé son rang lors du repêchage. Bien, c'est un gros défi, puis j'aime relever les défis. Je suis confiant que je vais le relever. Ça me fait pas peur d'aller à Bécomo. Hôte du repêchage, les Faucons de Sherbrooke ont sélectionné au 4e rang Pierre-Luc Courchaine des Estacades de Cap-de-la-Madeleine. Ils ont aussi profité de leur position pour s'approprier un choix au repêchage des Remparts de Québec, laissant ainsi le champ libre à ceux-ci qui ont choisi le gardien des Gouverneurs de Sainte-Foy, Maxime Ouellet. On a Luc Vaillancourt qui joue très bien pour nous et qui va former un excellent duo avec Maxime la saison prochaine. Alors, disons qu'au niveau des gardiens de but, c'est important pour nous de régler ce problème-là le plus rapidement possible. Les Remparts ont volé la vedette en première ronde, sélectionnant ensuite un autre joueur des Gouverneurs de Sainte-Foy, Jérôme Marois. Puis, ils ont annoncé une transaction bâclée il y a un mois qui a fait d'Éric Chouinard, le fils de Guy, un nouveau rempart. Christian Dubé a ensuite pu savourer un moment de gloire chez lui à Sherbrooke. Les Olympiques de Hull ont complété la première ronde en sélectionnant Jonathan Pilote des Riverains du Richelieu. Raymond Duquette, TVA Sport, à Sherbrooke. Il y a un Grand Prix à Détroit, ça risque peut-être de passer un peu inaperçu aujourd'hui. Par contre, on va fêter là-bas également du côté du Grand Prix de Détroit en série kart, alors que Patrick Carpentier, lui, n'a pas fait mieux que vendredi dans la dernière séance de qualification hier. Il partira donc de la 19e place à 15h cet après-midi. C'est Gilles Leferrand qui a pris la pole position. Un commentaire de Patrick Carpentier. Mais la voiture patine énormément à l'arrière, puis on a réglé un petit peu. C'est mieux que c'était à Long Beach puis en Australie, mais sauf qu'il en reste encore beaucoup à trouver. Mais ça demande seulement qu'un peu de temps. On a fait beaucoup de circuits ovales dernièrement, puis pas beaucoup de circuits routiers. Et performance ordinaire également pour les deux autres Canadiens inscrits. Greg Moore partira 7e, alors que Paul Tracy s'élancera de la 12e position. On revient sur la possible suspension de Jacques Villeneuve. Ça a fait jaser hier, entre autres du côté du Grand Prix de Montréal. Le président du Grand Prix Normand Legault se croise les doigts, alors que Roger Pert, le représentant de la FIA au Canada, lui est confiant qu'on ne va pas le suspendre mercredi. On écoute ces deux témoignages de ces deux personnages du monde de la Formule 1. Vous êtes confiant qu'on ne va pas le suspendre? Moi, je suis confiant, mais ce n'est pas ma décision. Je demeure confiant de voir Jacques ici, bien qu'évidemment la décision relèvera des officiels de la Fédération. Et on parlait tout à l'heure d'une autre belle victoire par jeu blanc des Expos, le 5-0 hier au stade. Alors, on dit qu'une armée de scientifiques se penche actuellement sur la question de la beauté masculine et féminine. Les grandes conclusions, c'est que les hommes les plus symétriques ont commencé leur vie sexuelle 4 ans avant les autres. Alors, on parle des sportifs qui ont une vie sexuelle plus active que les nerds, gringalets ou encore les obèses. Alors que chez la femme, eh bien, l'élément clé, c'est le critère d'évaluation est encore lié inconsciemment à une fertilité potentielle. Article intéressant qui fait sourire. Surtout, oui, qui fait sourire quand on lit qu'on ne se pose pas pourquoi Jean Chrétien a des problèmes, évidemment, de popularité par les temps qui courent. Bon. Petit commentaire éditorial. C'est Jacques Parizeau qui disait que Jean Charest, il est beau, il est frisé, il est... Il y a tout ce qu'il faut pour plaire, quoi. Lâche pas la patate, c'est pas de vous dont vous parlez. Non, je ne crois pas, non, sûrement pas.
Vraiment pas. C'est Régent Lacombe dans Le Soleil qui parle de l'industrie de la pomme de terre à Québec et ça connaît une progression formidable. On parle d'une industrie de 200 millions de dollars et là, on rit plus. Hein. Il y a des chercheurs qui sont là, qui font du repérage par satellite afin de découvrir la fertilité d'un champ en tenant compte de la variabilité spatiale. Alors là, c'est vraiment très, très sérieux. On est loin du temps où on donnait des concessions pour découvrir la Terre. En fait, non, là, maintenant, c'est par satellite qu'on est capable d'identifier les secteurs les plus prometteurs. Et finalement, dernier élément de curiosité dans les journaux ce matin, dans la presse, c'est Isabelle Roy qui nous propose un article sur l'hypnose, quand l'hypnose a le pouvoir de soulager. Alors, on donne un exemple d'un dénommé Michel Larocque qui a une déviation à la colonne vertébrale et qui souffrait de ça et qui se fait de l'auto-hypnose. Et grâce à cette nouvelle approche, il a réussi à soulager ses problèmes. On dit d'ailleurs que c'est une technique vieille de 200 ans et que l'hypnose est de plus en plus utilisée comme moyen analgésique lors d'un traitement de canal chez les dentistes, pour les dentistes plutôt. Histoire maintenant? Oui, histoire. Alors, dans la Gazette, on retrouve un article de Terry Mosher qui nous parle des 30 ans d'Habitat 67, Habitat 67 turns 30. Alors, c'est une visite que l'on a fait, une résidence. En fait, c'est le journaliste qui habite là depuis février dernier et qui nous parle de son impression générale 30 ans plus tard avec cette construction-là qui devait révolutionner le monde de l'habitation. Alors, on en parle. Et également, dans Le Soleil, Louis-Guy Lemieux qui nous propose encore une fois un excellent article. S'il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire de la Nouvelle-France ou l'histoire tout court, Louis-Guy Lemieux dans Le Soleil, à tous les dimanches, nous offre un article sensationnel. Et cette fois-ci, qui a fondé Québec? De belles questions qu'on se pose. Hein? On a tous appris que c'était Champlain qui avait fondé ça en 1708, mais oui, il l'a fondé. Il a été le premier à établir ce qu'on a de commune renommée de l'habitation. Mais attention, on dit que ça a pris 30 ans avant que vraiment il y ait une présence réelle de l'homme blanc à Québec. Alors Louis-Guy Lemieux nous présente ça encore une fois de très belle façon. On nous trace des portraits, entre autres celui de Tiger Woods. Oui, dans le sport du Soleil, le Maximum Sport. Alors plusieurs pages consacrées à qui a peur de Tiger, un homme qui, dit-on, d'ici les 10 prochaines années, pourrait générer des revenus de 1 milliard de dollars. Rien de moins. En effet, on n'a pas peur de ce garçon-là. Et aussi, dans la Gazette, on parle de Pax Plante, Pacific Plante. D'aucuns s'en souviendront. C'est cet homme qui, dans la police de Montréal, dans les années 40, avait décidé de passer un coup de balai dans tout le monde interlope qui gravitait autour de Montréal. On pense entre autres aux loteries et tout ça. Et il était épaulé à l'époque par un avocat qui allait devenir fort célèbre, Jean Drapeau. Fait intéressant. On avait... On ne peut pas dire cette mer de vélo. Le départ qui devrait être donné d'ici quelques secondes, on nous dit peut-être au maximum 1 minute. Ce sont d'abord les cyclistes presque professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de faire du vélo, qui vont prendre le départ. Ils sont tout près de 1500. Et ensuite, les amateurs de vélo eux-mêmes pourront prendre le départ et entamer ce 67 km du Tour de l'île. Parce que justement, Armand, on a préféré donner la chance à ceux qui justement vont plus vite, ceux qui vont à 35 km/h. Je vous arrête en 3, 2, on écoute. Et voilà, c'est parti. Alors, c'est le départ. Évidemment, la première portion, la première cohorte de cyclistes que l'on voit, ce sont les gens qui sont habitués, je ne dirais pas des professionnels, mais enfin des gens qui peuvent aller jusqu'à 35 km/h, donc les plus rapides. Et par la suite, les gens qui sont là pour faire de l'activité. Voilà, les amateurs tout court qui pourront compléter ce parcours, certains en 4 heures, 5 heures, 6 heures. L'important, c'est la participation. Vous pouvez voir tous ces gens qui sont derrière moi et qui attendent effectivement d'enfourcher la pédale. Merci Armand. Au revoir. Ce départ en direct. Merci beaucoup, Gérard. Alors, on retourne à nos moutons, c'est-à-dire M. Boisset. Reparlons un petit peu d'Apollo. Donc, Apollo, vous l'avez vendu, vous l'avez essayé sur le marché américain. Ça va bien? Ça va bien, tout à fait. La bière a décollé. Et là, elle a décollé, c'est le cas de dire. Vous vous attaquez au marché québécois, qui est un marché beaucoup plus spécialisé. La microbrasserie, ici, c'est presque une tradition. Absolument, et un marché très sophistiqué. Je veux dire, en tant que francophone, j'ai toujours voulu bien sûr la lancer dans notre culture natale et on a choisi le Québec comme la première rampe de lancement, ce qui nous passionne. Et vous connaissez le bras canadien ainsi que ses longues tentatives. Ah, c'est pour ça, Apollo. Allé aux États-Unis pour la saisir. Suivre pendant quand même quelques heures parce qu'il faut réaliser que ça fait beaucoup de cyclistes, 45 000. Et on a fermé une bonne partie du nord de la métropole. Il faut dire qu'il y a 4 500 bénévoles qui participent à la réalisation de ce 13e tour de l'île de Montréal. C'est vraiment tout baigne dans l'huile.
Et comme on le voit sur la carte actuellement, ça serpente littéralement l'ouest de l'île. Et toutes ces rues-là vont être fermées environ 4 à 5 heures chacune. C'est bien ça? Effectivement. Donc, le départ s'est donné du parc Jarry et on se dirige vers le nord de la métropole. Ensuite, on va emprunter le boulevard Henri Bourassa pour se rendre à travers certaines villes comme Verdun, La Salle, Saint-Laurent. On revient par le sud de la métropole et ensuite, c'est la fête au parc Jarry pour féliciter finalement tous ceux qui auront réussi à parcourir, il faut quand même le dire, 67 km. Il faut le faire. C'est quelque chose. Même les plus rapides, beaucoup de coups de pédale. Les plus rapides font ça environ 2 heures et c'est beaucoup. On voit d'ailleurs justement ces 2 entonnoirs-là qui permettent aux gens de, en fait, un départ un peu plus équilibré, si on veut. Oui, il faut comprendre que le départ se fait lentement pour des questions de sécurité, mais une fois que le coup d'envoi est donné, ensuite, on se met à vive allure. Donc, toute la journée consacrée là-bas à l'ouest de Montréal. Merci beaucoup, Armand. Au revoir. Au revoir. Des familles également qui participent parce qu'il y a des parents qui ont installé des remorques derrière leur vélo, évidemment. Les fans des Red Wings célèbrent et ils le font dans les normes, là, sans trop de problèmes. Ça s'est bien passé. On avait créé un certain débordement, mais heureusement, ça s'est très, très bien déroulé. Alors, on parle de milliers de personnes qui ont envahi les rues de Détroit après la victoire des Red Wings. On sait que ça faisait 42 ans que Détroit n'avait pas gagné la Coupe Stanley. Donc, c'est un beau retour, une belle victoire de fait en 4 matchs seulement contre les Flyers. Carl va nous en parler un peu plus longtemps tout à l'heure. Mais comme on le voit, ça s'est déroulé dans l'ordre. On parle jusqu'à maintenant de 12 personnes arrêtées, mais curieusement, ce ne sont pas des gens qui ont été arrêtés à Détroit, mais de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire à Windsor, sur le flanc canadien, si on veut. Alors, c'est là qu'il y a eu 12 personnes qui ont été arrêtées parce que, justement, ils étaient un petit peu trop bruyants. Selon le chef policier là-bas, tout se passe dans l'ordre, mais c'est quand même très lourd. Il ne faut pas se faire de cachette. C'est pas une parade religieuse là, auquel on assiste. C'est quand même assez mouvementé. Merci, un petit peu d'alcool à travers tout ça. Mais c'est loin, très loin, heureusement, des tristes souvenirs que l'on a de 1993 avec les émeutes de la rue Sainte-Catherine. On a aussi manifesté, mais pour des raisons totalement différentes, à Westmount hier. Oui, il n'était vraiment pas du tout question des Red Wings de Détroit hier à Westmount. En fait, c'est 1000 personnes, des gens qui font partie d'organisations communautaires qui ont manifesté à Westmount. Pourquoi? Non pas pour parler du compte de taxes de Westmount, mais bien loin de ça, au contraire, pour inciter ou en fait dire aux gens qui sont les plus fortunés, parce que Westmount, c'est la ville la plus riche au Canada, de dire aux gens, écoutez, faites-vous aussi votre effort pour la réduction du déficit et signaler également que l'appauvrissement se fait actuellement sur le dos des plus pauvres, alors que les plus riches ont plus de sous, selon leur perception à ces gens-là. Et la coalition demande d'ailleurs une rencontre le plus tôt possible avec le premier ministre. Un ou deux de plus ou de moins. Quand je sortirai la carte, ce sera très clair pour tout le monde. Les commissions scolaires n'ont pas l'intention d'en rester là. Il va y avoir des gens qui vont contester parce que ça va à l'encontre de certains bassins d'école. Et c'est pas juste une question de distance, c'est une question de projet éducatif. Pierre Mignot, Radio-Canada, à Montréal. À l'étranger, au Proche-Orient, les négociateurs israéliens et palestiniens se sont rencontrés ce matin au Caire, en Égypte. La rencontre d'une durée de 2 heures visait à relancer les pourparlers de paix interrompus il y a 3 mois, lorsqu'Israël a entrepris la construction d'une colonie juive en territoire palestinien. Les négociateurs souhaitent réunir à la même table le leader palestinien Yasser Arafat et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président égyptien Hosni Moubarak agit en tant que médiateur entre les parties. Dans l'ex-Zaïre, le président autoproclamé Laurent Désiré Kabila a accepté de se rendre à certaines demandes des États-Unis, notamment en ce qui a trait au respect des droits de l'homme et au sort réservé aux réfugiés. L'ambassadeur américain à l'ONU, Bill Richardson, s'est dit également satisfait de l'engagement de M. Kabila de permettre la poursuite d'une enquête sur les massacres présumés de réfugiés hutus rwandais attribués aux forces rebelles du nouveau dirigeant. La commission d'enquête mise sur pied par l'ONU doit également tenter de retrouver 247 000 réfugiés rwandais toujours portés disparus. En Irlande, la victoire électorale est acquise pour le Fianna Fáil, le parti centre-droit de Bertie Ahern, qui était jusque-là le principal parti d'opposition.